L'idiot par Fyodor Dostoïevski, troisième partie, chapitre 5. Hippolyte, qui s'était soudain endormi sur le divan vers la fin de la dissertation de Lebedev, se réveilla en sursaut comme si quelqu'un lui avait donné une bourrade dans le côté. Il tressaillit, se mit sur son séant, regarda autour de lui et pâlit. À la vue de l'entourage, son visage exprima une certaine frayeur. Mais lorsque la mémoire lui revint et qu'il eut ressaisi ses esprits, cette frayeur dégénéra presque en épouvante. « Quoi? Ils s'en vont? C'est fini? Tout est terminé? Le soleil est levé ?» demanda-t-il avec angoisse en saisissant le prince par la main. « Quelle heure est-il? Pour Dieu, dites-moi l'heure, j'ai dormi. » « Ai-je dormi longtemps ?» ajouta-t-il avec une expression voisine du désespoir, comme s'il avait manqué en dormant une affaire d'où dépendait pour le moins toute sa destinée. « Vous avez dormi 7 ou 8 minutes, lui répondit Eugène Pavlovitch. Hippolyte le regarda avidement et réfléchit quelques instants. « Ah, seulement, donc là-dessus, il aspira l'air avec force, comme s'il se sentait soulagé d'un poids extraordinaire. Il avait enfin compris que rien n'était terminé, que l'aube n'avait pas encore lui, que l'assistance n'avait quitté la table que pour aller prendre une collation, et que la seule chose qui eût cessé était le bavardage de Lebedev. Il sourit et ses pommettes se colorèrent de 2 taches rouges, révélatrices de la phtisie. « Quant à vous, Eugène Pavlovitch, vous avez même compté les minutes pendant que je dormais, lança-t-il d'un ton moqueur. Vous ne m'avez pas quitté des yeux toute la soirée, je m'en suis aperçu. Ah, Rogojine, je viens de le voir en rêve, chuchota-t-il au prince en fronçant le sourcil et en montrant d'un signe de tête l'endroit de la table où était assis Parfion Semyonovitch. Ah oui, à propos, fit-il en sautant brusquement d'un sujet à l'autre. Où est l'orateur? Où est Lebedev? Il a donc fini son discours? De quoi a-t-il parlé? Est-il vrai, prince, que vous ayez dit un jour que la beauté sauverait le monde? Messieurs, s'écria-t-il en prenant toute la société à témoin, le prince prétend que la beauté sauvera le monde. Et moi, je prétends que, s'il a des idées aussi folâtres, c'est qu'il est amoureux. Messieurs, le prince est amoureux. Tout à l'heure, aussitôt qu'il est entré, j'en ai acquis la conviction. Ne rougissez pas, prince, vous me feriez pitié. Quelle beauté sauvera le monde? C'est Kolia qui m'a répété le propos. Vous êtes un fervent chrétien. Kolia dit que vous-même, vous vous donnez ce nom de chrétien. Le prince le contempla attentivement et ne répliqua point. « Vous ne me répondez pas? Vous pensez peut-être que je vous aime beaucoup ?» ajouta à l'improviste Hippolyte, comme si cette réflexion lui échappait. « Non, je ne pense pas cela. Je sais que vous ne m'aimez pas. »« Comment? Même après ce qui s'est passé hier? Et j'étais sincère avec vous hier? Je savais hier aussi que vous ne m'aimiez pas. Vous voulez dire que c'est parce que je vous envie, parce que je vous jalouse, parce que vous l'avez toujours cru et vous le croyez encore? Mais pourquoi vous parlez de cela? Je veux boire encore du champagne. Quelle heure? Versez-moi. Il ne faut plus boire, Hippolyte, je ne vous laisserai pas. Et le prince éloigna la coupe de lui. C'est vrai, après tout. Acquiesça-t-il immédiatement d'un air songeur. Il dirait sans doute que... Mais que m'importe ce qu'il dirait, n'est-ce pas? Voyons, qu'ils disent ensuite ce qu'ils voudront, n'est-ce pas, prince? Et que nous chaud, à nous tous, tant que nous sommes, ce qui sera après. Au reste, je sors d'un songe. Quel affreux songe j'ai fait! C'est seulement maintenant que je me le rappelle. Je ne vous souhaite pas de pareils rêves, prince, bien qu'effectivement, je vous aime peut-être guère.
D'ailleurs, si on n'aime pas quelqu'un, ce n'est pas une raison pour lui vouloir du mal. N'est-il pas vrai? Mais pourquoi fais-je toutes ces questions? Pourquoi toutes ces interrogations? Donnez-moi votre main. Je vous la serrai bien fort. Voilà, comme cela. Vous m'avez quand même tendu la main. Tank, vous sentez que je vous la serre sincèrement? Soit, je ne boirai plus. Quelle heure est-il? Inutile de me le dire, d'ailleurs, je le sais. L'heure a sonné, le moment est venu. Et quoi? On sert la collation dans ce coin? Alors, cette table est libre? Parfait, messieurs. Tout ce monde n'écoute même pas. J'ai l'intention de lire un article, Prince. La collation est certainement plus intéressante, mais... Brusquement, et de la manière la plus inattendue, il tira de sa poche de côté un large paquet de format administratif, scellé d'un grand cachet rouge, et le posa devant lui sur la table. Ce geste imprévu produisit son effet sur la société, qui était mûre, mais pas pour une lecture. Eugène Pavlovitch se leva de sa chaise en sursaut. Gagna se rapprocha vivement de la table. Rogojine fit de même, mais avec l'amour dégoûté et maussade de l'homme qui sait de quoi il retourne. Lebedev, qui se trouvait près de là, s'avança avec un regard fouinard et se mit à examiner le paquet en essayant d'en deviner le contenu. « Qu'est-ce que vous avez là ?» demanda le prince d'un ton inquiet. « Aux premières heures du soleil, je me coucherai, prince. Je l'ai dit, parole d'honneur, vous verrez. » s'écria Hippolyte. Mais est-ce que vous me croyez hors d'état de décacheter ce paquet? Ajouta-t-il en jetant autour de lui un regard de défi qui paraissait s'adresser à tout le monde sans distinction. Le prince remarqua qu'il tremblait de tous ses membres. Il prit la parole au nom de l'assistance. Aucun de nous n'a cette pensée. Pourquoi nous l'attribuez-vous et croyez-vous que... Quelle drôle d'idée de vouloir nous faire une lecture. Qu'avez-vous là, Hippolyte? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui lui prend encore? Demandait-on autour de lui. Tous s'approchèrent. Quelques-uns mangeaient déjà. Le paquet et son cachet rouge attiraient les convives comme un aimant. Qu'est-ce que j'ai écrit moi-même hier, aussitôt après vous avoir donné ma parole que je viendrai m'installer chez vous, prince. J'y ai passé toute la journée d'hier, puis la nuit. Je l'ai terminé ce matin, avant le petit jour. J'ai fait un rêve. Ne faut-il pas mieux remettre cela à demain? Interrompit timidement le prince. Demain, il n'y aura plus de temps, repartit Hippolyte avec un ricanement convulsif. Au demeurant, n'ayez aucune crainte. La lecture prendra 40 minutes ou au plus 1 heure. Et voyez l'intérêt que tout le monde y porte. Chacun s'approche, chacun regarde mon cachet. Si je n'avais pas mis cet article sous pli cacheté, il n'aurait éveillé aucune curiosité. Voilà l'attrait du mystère. Les cachèterai-je ou non, messieurs? S'écria-t-il en riant de son rire singulier et en dardant sur l'auditoire des yeux étincelants. Mystère, mystère, vous rappelez-vous, prince, qui annonçait qu'il n'y aurait plus de temps. C'est l'ange immense et puissant de l'Apocalypse. Mieux vaut ne pas lire, s'exclama brusquement Eugène Pavlovitch avec un air d'inquiétude tel que beaucoup de personnes en furent frappées. Ne lisez pas, s'écria également le prince en posant la main sur le paquet. Comment? Lire maintenant? Mais on va souper, observait quelqu'un. Un article? C'est sans doute pour une revue, demanda un autre. Il est peut-être ennuyeux, ajouta un troisième. Mais de quoi donc s'agit-il? Questionnèrent les autres. Le geste d'appréhension du prince avait effrayé Hippolyte lui-même. Alors, on ne lit pas? Lui chuchota-t-il d'un ton craintif, tandis qu'un sourire grimaçant contractait ses lèvres bleuies. On ne lit pas? Murmura-t-il en scrutant autour de lui tous les yeux et tous les visages, et en cherchant à s'attacher les gens, comme tout à l'heure, avec un avide besoin d'épanchement. Vous avez peur? Demanda-t-il en se tournant de nouveau vers le prince. Peur de quoi? Répliqua celui-ci dont la physionomie s'altérait de minute en minute.
Quelqu'un aurait-il une pièce de 20 kopecks? Fit soudain Hippolyte en bondissant, comme si on l'avait arraché de sa chaise. Une menue monnaie quelconque. Voilà, dit aussitôt Lebedev en tendant une pièce. L'idée que le malade avait perdu la tête venait de s'emparer de son esprit. Vera Lukianovna, appela précipitamment Hippolyte. Prenez cette pièce et jetez-la sur la table, pile ou face. Si c'est pile, on lira. Vera regarda avec effroi la monnaie, puis Hippolyte, puis bon père, et levant la tête avec l'idée qu'elle ne devait pas regarder la pièce, elle lança celle-ci sur la table d'un geste gauche. C'était pile. Il faut lire, murmura Hippolyte, comme écrasé sous le décret du sort. Il n'aurait pas été plus pâle s'il avait entendu son arrêt de mort. D'ailleurs, s'écria-t-il en frissonnant après une demi-minute de silence. Qu'est-ce à dire? Se peut-il que je vienne de jouer ma destinée? Il jeta sur l'assistance un regard circulaire où se traduisait le même désir de s'épancher et de quémander l'intérêt. Puis, se tournant brusquement vers le prince, il s'écria avec un accent de sincère étonnement. Voici un étrange trait de psychologie, un trait incompréhensible, prince, répéta-t-il en s'animant et du ton d'un homme qui se ressaisit. Notez cela et rappelez-vous-le. Puisque vous recueillez, paraît-il, des documents sur la peine de mort, on me l'a dit, oh Dieu, quel absurde non-sens. Il s'assit sur le divan, s'appuya des 2 coudes sur la table et se prit la tête entre les mains. Quelle honte, même, poursuivit-il. Mais que m'importe que ce soit honteux. Et relevant aussitôt la tête, il parut obéir à une résolution soudaine. Messieurs, je décachette mon paquet. Je ne force d'ailleurs personne à écouter. Les mains tremblantes d'émotion, il décacheta le paquet et en tira quelques feuilles de papier à lettres couvertes, d'une fine écriture qu'il plaça devant lui et se mit à déplisser. Mais qu'est-ce là? Qu'y a-t-il? Que va-t-on lire? Murmurèrent plusieurs assistants d'un air sombre. D'autres gardaient le silence. Mais tous étaient assis et observaient la scène avec curiosité. Peut-être s'attendait-il en effet à un événement extraordinaire. Vera s'était accrochée à la chaise de son père et avait une telle peur qu'elle retenait ses larmes avec peine. Kolya n'était guère moins effrayé. Lebedev, qui était déjà assis, se releva subitement, prit les bougies et les rapprocha d'Hippolyte pour que celui-ci vît plus clair en lisant. « Messieurs, vous allez voir tout de suite ce que c'est, ajouta on ne sait trop pourquoi Hippolyte, et sans transition il commença à lire « Explication indispensable. Épigraphe. Après moi, le déluge au diable. » s'exclama-t-il sur le ton d'un homme qui vient de se brûler. Comment ai-je pu classer sérieusement une aussi sotte épigraphe? Écoutez, messieurs, je vous assure que tout cela n'est peut-être, au bout du compte, qu'une affreuse bagatelle. Ce sont seulement quelques pensées à moi. Si vous croyez qu'il y a là quelque chose de mystérieux ou de défendu, en un mot, vous feriez mieux de lire sans préambule, interrompit Gagnon. Il cherche un billet, ajouta un autre. Voilà bien du bavardage, lança Rogojine, qui jusque-là était resté muet. Hippolyte le regarda tout à coup. Au moment où leurs yeux se croisèrent, Rogojine eut un sourire amer et fielleux. Puis articula ces paroles étranges. « Ce n'est pas ainsi qu'il faut se comporter en cette affaire, mon garçon, non. » Certes, personne ne comprit ce que Rogojine voulait dire, mais sa phrase fit sur l'assistance une impression plutôt singulière. La même idée parut effleurer tous les esprits. Sur Hippolyte, l'effet de cette phrase fut terrible. Il se mit à trembler si fort que le prince fut sur le point de lui tendre la main pour l'empêcher de tomber. Et il aurait certainement poussé un cri si la voix ne lui était restée dans le gosier. Il fut une minute entière, sans pouvoir articuler un mot. Il respirait péniblement et ne quittait pas Rogojine des yeux. Enfin, en prenant son haleine au prix des plus grands efforts, il proféra.
Alors, c'est vous qui étiez vous. Qui était quoi? Que veux-tu dire? Répliqua Rogojine avec l'air de ne pas comprendre. Mais Hippolyte devint tout rouge et emporté par une sorte de rage subite, il lança d'une voix cassante et brutale: C'est vous qui êtes venu chez moi la semaine dernière, de nuit, après 1 heure, le lendemain de cette matinée où j'étais allé vous voir, c'est vous, avouez-le, c'est vous. La semaine dernière, de nuit, est-ce que tu n'as pas perdu le sens, mon garçon? Le garçon se tut encore un instant, porta l'index à son front et eut l'air de se recueillir. Mais sous son pâle sourire, dont la peur faisait un rictus, perça soudain une expression de ruse et même de triomphe. C'est vous, répéta-t-il presque à demi-voix, mais avec l'accent de la plus entière conviction. Vous êtes venu chez moi, et vous êtes resté assis 1 heure et même plus, sans dire mot, sur une chaise, près de la fenêtre. C'était entre minuit et 2 heures. Vous êtes parti avant 3 heures. Oui, c'était bien vous. Pourquoi m'avez-vous fait peur? Pourquoi êtes-vous venu me tourmenter? Je me l'explique pas, mais c'était vous. Dans son regard s'alluma soudain un immense éclair de haine, mais il n'en continua pas moins à frissonner de frayeur. À l'instant, messieurs, vous allez tout savoir. Écoutez. Et de nouveau, il saisit avec précipitation les feuillets de son manuscrit qui s'étaient déplacés et intervertis. Il s'efforça de les remettre en ordre, ses feuillets tremblaient entre ses doigts frémissants, et il fut longtemps à pouvoir les ranger. Il est fou ou il délire, murmura Rogojine d'une voix à peine intelligible. Enfin, la lecture commença. Pendant les 5 premières minutes, l'auteur de cet article, inattendu, eut peine à retrouver le souffle et lut d'une manière décousue et inégale. Mais sa voix s'affermit peu à peu, et il arriva à rendre pleinement le sens de ce qu'il lisait. Parfois, seulement une toux assez violente l'interrompait, arrivé à la moitié de sa lecture. Il fut pris d'un fort enrouement. Son exaltation, qui croissait graduellement, finit par atteindre le paroxysme, tandis que s'accentuait à la même allure l'impression morbide ressentie par l'auditoire. Voici tout cet article. Explication indispensable. Après moi, le déluge. Hier matin, le prince est venu me voir. Entre autres choses, il m'a proposé de m'installer dans sa villa. Je savais qu'il ne manquerait pas d'insister sur ce point. J'étais certain qu'il me déclarerait sans embâge que je serais mieux pour mourir au milieu des hommes et des arbres, pour reprendre son expression, mais aujourd'hui il n'a pas employé le mot mourir. Il a dit que je serais mieux pour y continuer mon existence, ce qui, d'ailleurs, dans mon cas, revient à peu près au même. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par ces arbres dont il parle si souvent, et pourquoi ils m'en rebattaient ainsi les oreilles. J'ai eu la stupeur de l'entendre me répondre que c'était moi-même qui, l'autre soir, avait déclaré être venu à Pavlovsk pour voir les arbres une dernière fois. Je lui ai fait observer que, pour mourir, il m'était parfaitement égal d'être sous les arbres ou de regarder un mur de briques devant ma fenêtre. Pour 2 semaines qui me restaient à vivre, ce n'était pas la peine de faire tant de façons. Il tomba aussitôt d'accord là-dessus, mais il pensait que la verdure et le grand air amèneraient certainement une modification dans mon état physique et changeraient mes rêves. Et les effets de ma surexcitation peut-être au point de les rendre tolérables. Je lui objectai de nouveau, en riant, qu'il parlait comme un matérialiste. Il me répliqua avec son habituel sourire qu'il avait toujours été matérialiste, comme il ne ment jamais. Ce n'était pas là une parole en l'air. Son sourire est bon. Je l'ai examiné alors avec plus d'attention. Je ne sais si maintenant je l'aime ou ne l'aime pas. Je n'ai pas le temps pour le moment de me tracasser l'esprit avec cette question. La haine que je lui portais depuis 5 mois, remarquez-le, bien, a commencé à tomber complètement dans le cours du dernier mois. Qui sait?
Je suis peut-être allé à Pavlovsk surtout pour le voir. Mais pourquoi ai-je alors déserté ma chambre? Le condamné à mort ne doit pas quitter son coin. Si je n'avais pas pris maintenant une résolution définitive, et si je m'étais au contraire résigné à attendre ma dernière heure, je n'aurais certainement abandonné ma chambre pour rien au monde, et je n'aurais pas accepté la proposition de venir mourir chez lui à Pavlovsk. Il faut que je me hâte pour terminer sans faute avant demain toute cette explication. C'était dire que je n'aurai pas le temps de la relire ni de la corriger. Je la relirai demain en la communiquant en France et à 2 ou 3 témoins que je compte trouver chez lui. Comme il n'y aura pas ici un seul mot qui ne soit la pure, la suprême et solennelle vérité, je suis curieux de savoir quelle impression j'éprouverai moi-même au moment où je ferai cette lecture. D'ailleurs, j'ai eu tort d'écrire ces mots, suprême et solennelle vérité. Pour 15 jours, cela ne vaut pas la peine de vivre. C'est la meilleure preuve que je n'écrirai que la vérité. NB, une idée à ne pas perdre de vue. Ne suis-je pas fou en ce moment? Ou pour mieux dire, à certains moments, on m'a positivement affirmé qu'arrivé à la dernière phase de leur maladie, les phtisiques ont des instants d'égarement. Vérifiez cela demain par l'impression que produira la lecture sur les auditeurs. Cette question doit être à tout prix résolue de la façon la plus exacte, sans quoi on ne peut rien entreprendre. Il me semble que je viens d'écrire une sottise énorme, mais comme je l'ai dit, je n'ai pas le temps de corriger. En outre, je me promets de laisser intentionnellement ce manuscrit dans la moindre correction, même si je m'aperçois que je me contredis toutes les 5 lignes. Je veux justement soumettre demain à l'épreuve de la lecture la logique de ma pensée et m'assurer que je remarque mes erreurs. Je saurai ainsi si toutes les idées que j'ai murées dans cette chambre au cours de ces derniers mois sont véritables, ou s'il ne s'agit que d'un délire. Si j'avais dû, il y a 2 mois, abandonner complètement ma chambre, comme je vais le faire, et dire adieu au mur de Mayer, je suis sûr que j'aurais éprouvé de la tristesse. Maintenant, je ne ressens plus bien que je doive quitter demain pour toujours cette chambre et ce mur. Donc, mon être est aujourd'hui dominé par la conviction que, pour 2 semaines, ce n'est pas la peine d'avoir des regrets ou de s'abandonner à aucun sentiment. Et tous mes sens obéissent peut-être déjà à cette conviction. Mais est-ce bien vrai? Est-il vrai que ma nature soit complètement dentée? Si l'on m'infligeait la torture en ce moment, je me mettrais certainement à crier. Je ne dirais pas que ce n'est pas la peine de crier et de ressentir la douleur quand on n'a plus que 15 jours à vivre. Toutefois, est-il exact qu'il ne me reste que 15 jours à vivre et pas davantage? Ce que j'ai raconté à Pavlovsk était mensonger. Ne m'a rien dit du tout et ne m'a même jamais vu. Mais il y a 1 semaine, on m'a amené l'étudiant Kislorodov. C'est un matérialiste, un athée et un nihiliste. C'est justement pour cela que je l'ai fait venir. J'avais besoin d'un homme qui me dise enfin la vérité toute nue, sans ménagement ni forme. C'est ce qu'il a fait. Non seulement avec empressement et sans circonlocution, mais même avec un visible plaisir, qui, à mon avis, passait la mesure. Il m'a déclaré brutalement qu'il me restait environ 1 mois à vivre, peut-être un peu plus, si les circonstances étaient favorables, peut-être aussi beaucoup moins. Il se peut selon lui que je mesure subitement demain par exemple, cela s'est vu. Pas plus tard qu'avant-hier, une jeune dame phtisique qui demeure dans le quartier de Kolomna et dont le cas ressemble au mien, se préparait à aller au marché pour faire ses provisions. Se sentant soudainement indisposée, elle s'est étendue
sur un divan, a poussé un soupir et rendu l'âme. Kislorodov m'a rapporté tous ces détails avec une certaine affectation d'insensibilité et d'indifférence, comme s'il me faisait l'honneur de me considérer moi aussi comme un être supérieur, pénétré du même esprit de négation que lui, et n'ayant naturellement aucune peine à quitter la vie. Finalement, un fait demeurait établi. C'est que j'avais un mois à vivre et pas davantage. Sous ce rapport, je suis tout à fait convaincu qu'il ne s'est pas trompé. J'ai été très surpris quand le prince a deviné que j'avais des cauchemars. Il a dit, à la lettre, qu'à Pavlovsk, les effets de ma surexcitation et mes rêves changeraient. Pourquoi a-t-il parlé de mes rêves? Ou il est médecin, ou c'est un esprit d'une pénétration extraordinaire, capable de deviner bien des choses, mais que, tout compte fait, il soit un idiot. Cela n'offre pas de doute. Juste avant son arrivée, je venais de faire un joli rêve en vérité. Comme j'en fais maintenant des centaines, je m'étais endormi 1 heure, je crois, avant sa visite, et je me voyais dans une chambre qui n'était pas la mienne. Elle était plus grande et plus haute, mieux meublée, claire, le mobilier se composait d'une armoire, d'une commode, d'un divan et de mon lit, qui était lent et large, avec une couverture verte en soie piquée. Dans cette chambre, j'aperçus un animal effrayant, une sorte de monstre. Il ressemblait à un scorpion, mais ce n'était pas un scorpion, c'était quelque chose de plus repoussant et de bien plus hideux. J'ai cru voir une sorte de mystère dans le fait qu'il n'existait point d'animaux de ce genre dans la nature et qu'il en était néanmoins apparu un exprès chez moi. Je l'examinai à loisir. C'était un reptile brun et squameux, long d'environ 4 vershok. Sa tête avait la grosseur de 2 doigts, mais son corps s'amincissait graduellement vers la queue, dont le bout n'avait pas plus d'un dixième de vershok d'épaisseur. Un vershok de la tête de pattes se détachait de part et d'autre du tronc, avec lequel elle formait un angle de 45 degrés, si bien que, vu d'eau, l'animal prenait l'aspect d'un trident. Je ne vis pas très distinctement sa tête, mais j'y remarquai 2 petites tentacules très courtes, et également brunes, qui ressemblaient à 2 grosses aiguilles. On retrouvait 2 petits tentacules identiques au bout de la queue et à l'extrémité de chaque patte, soit 8 en tout. Cette bête courait très vite à travers la chambre en s'appuyant sur ses pattes et sa queue. Pendant sa course, son corps et ses pattes se tordaient comme des serpents avec une prodigieuse vélocité malgré sa carapace. C'était une chose affreuse à voir. J'avais une peur atroce que l'animal ne me piquât, car on m'avait dit qu'il était venimeux. Mais ce qui me tourmentait le plus, c'était de savoir qu'il l'avait envoyé dans ma chambre. Quel dessein on poursuivait contre moi, et que cachait ce mystère? La bête se dissimulait sous la commode, sous l'armoire, et se réfugiait dans les coins. Je m'assis sur une chaise et repliai mes jambes sous moi. L'animal traversa prestement la chambre en diagonale et disparut quelque part près de ma chaise. Je le cherchai des yeux avec épouvante, mais comme j'étais assis les jambes ramenées sous le corps, j'espérais qu'il ne grimperait pas après la chaise. Tout à coup, j'entendis un léger crépitement derrière moi, non loin de ma nuque. Je me retournai et vis le reptile qui grimpait le long du mur. Il se trouvait déjà à la hauteur de ma tête, et frôlait même mes cheveux avec sa queue qui tournait et ondulait avec une agilité extrême. Je fis un bond, et le monstre disparut. Je n'osai me mettre au lit, de peur qu'il ne se glissât sous l'oreiller. Ma mère
et je ne sais quelle autre personne de sa connaissance entrèrent alors dans la chambre. Elles se mirent à donner la chasse aux reptiles. Elles étaient plus calmes que moi et ne manifestaient même aucune frayeur. Mais n'y comprenez rien. Soudain le monstre réapparut. Il rompait cette fois d'un mouvement très lent, comme s'il avait une intention particulière. Ses nonchalantes contorsions lui donnaient un air encore plus repoussant. Il traversa de nouveau la chambre comme la première fois, se dirigeant vers le seuil. À ce moment, ma mère ouvrit la porte et appela Norma, notre chienne. C'était un énorme Terre-Neuve aux poils noirs et frisés. Il y a 5 ans qu'elle est morte. Elle se précipita dans la chambre et s'arrêta comme pétrifiée en face du reptile, qui lui aussi cessa d'avancer mais continua à se tordre et à frapper le plancher de ses pattes et de l'extrémité de sa queue. Les animaux sont inaccessibles, si je ne me trompe, aux terreurs mystiques. Mais à ce moment il me sembla qu'il y avait quelque chose de tout à fait étrange et de mystique dans l'épouvante de Norma. C'était à croire qu'elle devinait comme moi dans cet animal une apparition fatale et mystérieuse. Elle recula lentement tandis que le reptile s'avançait prudemment et à pas comptés. Il avait l'air de se disposer à sauter sur elle pour la piquer. Mais en dépit de sa frayeur et bien qu'elle tremblât de tous ses membres, Norma fixait sur l'animal des yeux pleins de rage. À un moment donné, elle découvrit progressivement ses redoutables crocs, ouvrit son énorme gueule rouge, prit son élan et se jeta résolument sur le monstre qu'elle appât. La bête fit, semble-t-il, un violent effort pour se dégager, car Norma dut la ressaisir, et cette fois au vol. À 2 reprises, elle l'engloutit dans sa gueule, la tenant toujours en l'air comme si elle voulait l'avaler. La carapace craqua sous ses dents. La queue et les pattes de l'animal dépassaient et s'agitaient d'une manière effroyable. Brusquement, Norma poussa un hurlement plaintif. Le reptile avait malgré tout réussi à lui piquer la langue. En gagnant de douleur, la chienne desserra les crocs. Je vis alors dans sa gueule le reptile à moitié broyé qui continuait à se débattre, de son corps mutilé coulait sur la langue de la chienne un liquide blanc et abondant semblable à celui qui sort d'un cafard quand on l'écrase. C'est à ce moment que je m'éveillai et que le prince entra. Hippolyte interrompit subitement sa lecture, comme sous l'empire d'une sorte de confusion. Messieurs, dit-il, je n'ai pas relu cet article et il me semble, je l'avoue, que j'ai écrit bien des choses inutiles. Ce rêve, c'est la vérité, s'empressa d'observer Gagna. Je conviens qu'il y a là trop d'impressions personnelles, je veux dire, se rapportant exclusivement à ma personne. En proférant ces mots, Hippolyte paraissait exténué. Il essuyait avec son mouchoir la sueur de son front. Oui, monsieur, vous vous intéressez par trop à vous-même, fit Lebedev d'une voix sifflante. Mais messieurs, encore une fois, je ne force personne, ceux qui ne veulent pas m'écouter peuvent se retirer. Ils chassent les gens de la maison d'autrui, marmonna Rogojine, sur un ton à peine perceptible. Et si nous nous levions tous pour nous en aller, fit inopinément Ferdishenko, qui jusque-là n'avait pas osé hausser la voix. Hippolyte baissa soudain les yeux et saisit son manuscrit. Mais il redressa aussitôt la tête. Ses prunelles brillaient. 2 taches rouges coloraient ses joues. Il regarda fixement Ferdishenko. « Vous ne m'aimez pas du tout, dit-il. » Des rires éclatèrent, mais la majorité n'y fit point écho. Hippolyte rougit affreusement. « Hippolyte, dit le prince, ramassez votre manuscrit et donnez-le-moi. Allez vous coucher, ici dans ma chambre. Nous causerons avant de nous endormir, et nous reprendrons demain la conversation, mais à condition
que vous ne reveniez pas sur ces feuilles, voulez-vous? Est-ce possible? Fit Hippolyte en lui jetant un regard de réelle surprise. Messieurs, s'écria-t-il dans un nouvel accès d'excitation fébrile. Il s'agit d'un sot épisode où je n'ai pas su garder contenance. Je n'interromprai plus ma lecture. Que celui qui veut écouter, écoute. Il avala en hâte une gorgée d'eau, s'accouda prestement à la table pour échapper au regard et reprit avec obstination sa lecture. Sa confusion ne tarda d'ailleurs pas à se dissiper. L'idée qu'il ne vaut pas la peine de vivre pour quelques semaines commença, je crois, à m'obséder. Il y a un mois, lorsque je comptais m'avoir plus que 4 semaines devant moi. Mais elle ne m'a complètement dominé qu'il y a 3 jours. Le soir où je rentrais de Pavlovsk, la première fois que j'ai senti cette idée me pénétrer jusqu'au plus profond de moi-même, j'étais sur la terrasse chez le prince et je venais justement de me décider à faire de la vie une dernière expérience. J'avais voulu voir les hommes et les arbres. Admettons que ce soit moi qui me sois exprimé ainsi. Je m'étais échauffé et avais pris la défense de Bourdovski, mon prochain. Je m'étais laissé aller à l'illusion que tous les assistants m'ouvriraient les bras pour me donner une accolade, qu'ils solliciteraient mon pardon et que je leur demanderais le leur. En un mot, j'avais fini comme un piètre imbécile. Et c'est alors que se révéla en moi cette suprême conviction. Cette conviction, je me demande maintenant comment j'ai pu vivre si en moi sans l'avoir. Je savais pertinemment que j'étais atteint de phtisie incurable. Je ne m'illusionnais pas et voyais clairement mon état. Mais plus je le voyais clairement, plus j'étais avide de vivre. Je m'accrochais à l'existence et voulais la prolonger à tout prix. J'admets que j'ai pu alors m'emporter contre le destin ténébreux et sourd à ma voix, qui avait sans avoir pourquoi décider, je m'écrasais comme une mouche. De m'écraser comme une mouche. Mais pourquoi ne me suis-je pas exclusivement confiné dans cette rage? Pourquoi ai-je, en fait, commencé à vivre alors que je savais que cela ne m'était plus permis? Pourquoi me suis-je livré à cette tentative, la prévoyant sans issue, et cependant j'en étais arrivé à ne plus pouvoir lire de livres et à renoncer à la lecture? À quoi bon lire? À quoi bon s'instruire pour 6 mois? Plus d'une fois cette réflexion m'a fait jeter le livre à commencer. Oui, ce mur de la maison Mayer pourrait-on dire lent, j'y ai inscrit bien des choses. Il n'y avait pas sur ce mur sale une seule tache que je ne connusse de mémoire. Maudit mur, et malgré tout, m'est plus cher que tous les arbres de Pavlovsk. Plutôt il devait l'être, si à présent tout ne m'était égal. Je me rappelle maintenant avec quel avis d'intérêt je me suis mis à suivre leur vie. Je n'avais jamais éprouvé auparavant une pareille curiosité. J'attendais parfois avec impatience et ergueur le retour de Kolya lorsque j'étais malade au point de ne pouvoir quitter la chambre. J'approfondissais tellement toutes les vêtires. Je m'intéressais si vivement à tous les ondits que j'en devins, je crois, un cancanier. Je ne comprenais pas, par exemple, comment les gens qui avaient en eux tant de vie ne réussissaient pas à s'enrichir. Je ne le comprends d'ailleurs pas davantage aujourd'hui. J'ai connu un pauvre diable dont, par la suite, on m'a dit qu'il était mort de faim. Je me souviens que cette nouvelle m'a mis hors de moi. Si on avait pu ressusciter ce malheureux, je l'aurais, je crois, exterminé. Il m'arrivait parfois de me sentir mieux pendant de longues semaines et de pouvoir même descendre dans la rue. Mais la rue finit par m'excéder au point que je restais volontairement claustré des journées entières, alors que j'aurais pu sortir comme tout le monde. Je ne pouvais supporter la vue de gens qui grouillaient autour de moi sur les trottoirs, toujours soucieux, moroses, inquiets. À quoi bon leur sempiternelle tristesse, leur incessante et vaine agitation, leur morne, perpétuelle aigreur?
car ils sont méchants, méchants, méchants. À qui la faute s'ils sont malheureux et ne savent pas vivre, alors qu'ils ont une perspective de 60 années d'existence? Pourquoi Tsarnitsyn s'est-il laissé mourir de faim ayant 60 années devant lui? Et chacun, en montrant ses haillons et ses mains calleuses, se fâche et se récrie. Nous travaillons comme des bêtes de somme. Nous trimons, nous sommes faméliques comme des chiens, et traînant la misère. D'autres ne travaillent pas, ne se donnent aucun mal et sont riches. L'éternel refrain. À côté d'eux se décarcasse du matin au soir un pauvre air, tout ratatiné, mais de naissance noble, comme Ivan Fomitch Zorikov, qui demeure au-dessus de chez nous. Il a toujours les coudes percés et ses boutons découssus. Il fait des commissions pour un tas de gens et remplit on ne sait quel office. Cela le tient du matin à la nuit. Liez conversation avec lui. Il vous dira qu'il est pauvre, nécessite misérable. Sa femme a trépassé, il n'avait pas de quoi lui acheter les médicaments. L'hiver, son petit garçon est mort de froid, sa fille aînée se fait entretenir. Il gagne et pleurniche sans cesse. Oh, je n'ai ressenti ni alors ni maintenant aucune pitié pour ces imbéciles. Je le dis avec fierté. Pourquoi cet individu n'est-il pas un Rothschild? À qui la faute s'il n'a pas des millions comme Rothschild, s'il n'a pas une montagne d'impérial et de Napoléon d'or, une montagne aussi haute que celle que l'on voit à la foire pendant le carnaval, puisqu'il lui est donné de vivre. Tout est en son pouvoir. À qui la faute s'il ne le comprend pas? Oh, désormais tout m'égale. Je n'ai plus le temps de me fâcher. Et alors, je le répète, je mordais littéralement mon oreiller la nuit et déchirais de rage ma couverture. Oh, quel rêve je faisais à ce moment et quel souhait je souhaitais de gaieté, de cœur que l'on me jetât sur le champ à la rue, malgré mes 18 ans, à peine vêtu, à peine couvert, qu'on me laissât absolument seul, sans logis, sans travail, sans un morceau de pain, sans parents, sans une seule connaissance, dans la ville immense, affamé et battu, tant mieux, mais avec la santé. Alors, j'aurais montré. Qu'est-ce que j'aurais montré? Pouvez-vous me croire inconscient du degré d'abaissement auquel je me suis déjà ravalé avant de dire cela? Par mon explication, qui donc ne me prendra pas pour un malheureux blanc-bec, étranger à la vie, en oubliant que je n'ai plus 18 ans, car vivre comme j'ai vécu depuis 6 mois, c'est atteindre l'âge où les cheveux blanchissent, mais que l'on se moque si l'on veut, et que l'on traite tout ceci de contes, car ce sont réellement des contes que je me suis débité à moi-même. J'en ai peuplé des nuits entières et je me les rappelle tous actuellement. Mais dois-je les répéter maintenant? Que même pour moi le temps des contes est passé? Et pour qui? J'y ai pris plaisir lorsque j'ai vu clairement qu'il m'était même interdit d'étudier la grammaire grecque quand j'en avais eu l'idée, ayant réfléchi que je mourrais avant d'arriver à la syntaxe. Je me suis arrêté dès la première page et j'ai jeté le livre sous la table. Il y restait. J'ai défendu à Matryona de le ramasser. Il se peut que celui entre les mains de qui mon explication tombera et qui aura la patience de la lire jusqu'au bout me prenne pour un fou ou même pour un collégien, ou plus vraisemblablement pour un condamné à mort, auquel il semble comme de juste que, sauf lui, aucun homme ne fait assez de cas de la vie qu'on la gaspille avec trop de légèreté, qu'on en jouit avec trop de nonchalance et pas assez de conscience, et que, partant du premier au dernier, tous les hommes en sont indignes. Et après, je déclare que mon lecteur se sera trompé et que mes opinions se sont influencées en rien par ma condamnation à mort. Demandez-leur seulement comment tous, sans exception, ils comprennent le bonheur. Ah, soyez certains
que ce n'est pas quand il a découvert l'Amérique, mais quand il a été sur le point de la découvrir, que Colomb a été heureux. Soyez persuadés que le monument culminant de son bonheur s'est peut-être placé 3 jours avant la découverte du Nouveau Monde, lorsque l'équipage, au désespoir, s'est rebellé et a été sur le point de faire demi-tour pour revenir en Europe. Il ne s'agissait pas ici du Nouveau Monde, qui aurait pu s'effondrer. Colomb est mort, l'ayant à peine vu, et sans savoir au fond ce qu'il avait découvert. Ce qui compte, c'est la vie. La vie seule, c'est la recherche ininterrompue, éternelle de la vie, et non sa découverte. Mais à quoi bon ce verbiage? Je conjecture que tout ceci a une telle apparence de lieu commun que l'on me prendra sans doute pour un collégien des basses classes qui fait un devoir sur le lever du soleil. On dira que j'ai peut-être voulu exprimer quelque chose, mais qu'en dépit de tout mon désir, je ne suis pas arrivé à m'expliquer. Toutefois, j'ajouterai que dans toute idée de génie, dans toute pensée neuve, ou même simplement sérieuse, qui naît en un cerveau humain, il y a toujours un reliquat qu'il est impossible de communiquer aux autres, quand bien même on y consacrerait des volumes entiers et l'on ressasserait la chose durant 35 ans. Ce reliquat ne sortira à aucun prix de votre cerveau et y demeurera à tout jamais. Vous mourrez sans l'avoir transmis à personne, et il anclera peut-être l'essentiel de votre pensée. Si moi non plus, je ne réussis pas présentement à vous faire ressentir tout ce que j'ai souffert pendant ces 6 mois, du moins comprendra-t-on que j'ai peut-être payé trop cher la suprême conviction à laquelle je suis arrivé maintenant. Voilà ce que j'ai cru nécessaire de mettre en lumière dans mon explication pour une fin connue de moi. Mais je reprends le fil de mon récit.